Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Michel Desmurget. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Vous venez de publier Faites les lire, en finir avec le crétin digital aux éditions du Seuil. Chacun de vos livres est une sorte de pavé dans la mare, donc vous étiez attaqué à la pratique des écrans et c'est une sorte de suite logique puisque lorsqu'on regarde trop son écran, on lit trop peu. Ce dernier livre, donc, représente un constat assez inquiétant sur nos enfants. Ils lisent trop peu et surtout, ils lisent trop mal. Les écrans n'existent pas qu'en France, mais d'après ce que vous dites, Michel Desmurget, la situation est particulièrement préoccupante en France. Expliquez-nous pourquoi. Je crois d'abord qu'on sous-estime l'importance que peut avoir la lecture dans la structuration de l'intelligence, de la pensée de l'enfant. Et du coup, quand moins les enfants vont lire, effectivement, c'est un problème, c'est un déficit individuel pour eux, mais aussi collectif pour nous. Et toutes les études internationales, notamment les études PISA qui sont menées sur des enfants en fin de collège, ces études montrent que on a tout en haut du classement les pays asiatiques, Singapour, la Chine, Hong Kong. Ensuite, on a bien en dessous, une vingtaine de points en dessous, on a les pays, les meilleurs pays de l'OCDE, l'Estonie, Québec, par exemple. Et puis, on a le ventre mou qui est encore bien en dessous, encore une trentaine de points bien en dessous, qui est la moyenne de l'OCDE, dont la France. C'est-à-dire qu'il y a autant de différences entre la France et la crème de l'OCDE, si j'ose dire, qu'est l'Estonie, qu'il y en a entre l'Estonie et les pays asiatiques. Et dans un contexte, de compétition internationale où l'intelligence est quand même devenue un élément important. Il y a des études qui montrent que l'éducation, ce qu'ils appellent la littératie, est un élément prédictif important du PIB, du niveau de vie. Et donc, ça a tellement inquiété les officiels américains, ce décrochage, qu'ils ont parlé d'effet Spoutnik de l'éducation. Ça va être dans les années 60. Il faut nous rappeler pourquoi effet Spoutnik. Ouais, dans les années 60, les Américains pensaient avoir une supériorité technologique écrasante et les Russes ont balancé le Spoutnik. Et les Américains ont eu vraiment, je crois qu'on estime, très peur. Et donc, parce qu'ils ont considéré qu'ils perdaient pied dans cette compétition. Et là, ils en sont là au niveau du Ils se sont remis en cause donc suite à cet échec. Mais alors, Michel Desmurget, pourquoi la France est-elle dans cette situation selon vous? Si on vous suit, donc on est particulièrement mauvais. Nos enfants savent peu lire, mal lire. Pourquoi? Alors c'est pas que la France, c'est vraiment les pays de l'OCDE. Chiffres sont les chiffres. Si on vous suit pour la France, les chiffres sont particulièrement inquiétants pour la France, mais pour l'ensemble des pays de l'OCDE vis-à-vis de la Chine. Mais la France à l'intérieur de l'OCDE fait pas très bien. Je crois que nos enfants lisent beaucoup moins. La famille s'engage beaucoup moins par défaut d'information, souvent s'engage beaucoup moins sur l'apprentissage de la lecture. On lit moins d'histoires aux enfants, les enfants lisent moins. Et puis il y a un accent qui est mis, sur le divertissement, c'est-à-dire que l'envahissement qui est lié aux écrans récréatifs, c'est-à-dire que faut considérer que c'est un matraquage, c'est des heures par jour. Enfin, quand même, Michel Desmurget, entre nous, il y a peu de parents qui pensent qu'abandonner son enfant à un écran est quelque chose de préférable à lui faire lire Zola ou Voltaire. Non, mais peu de parents, je crois, dont moi, je me suis tapé cette littérature, je pensais que j'en aurais pour 3 mois, ça m'a pris quasiment 5 ans, un peu moins. Et donc, moi, j'ai pas fait ça, mais je suis parent et je le sais qu'il faudrait. Oui, on sous-estime l'impact que ça peut avoir, on sous-estime l'impact précoce de la lecture conjointe et partagée. Et donc, mais ce temps qui est offert aux écrans, il faut bien le prendre quelque part. Et les 3 grandes victimes, le tiercé gagnant, c'est le sommeil, les interactions intrafamiliales qui développent le langage, et le langage, c'est un prérequis essentiel au développement de la lecture, et puis la lecture elle-même. C'est-à-dire que non seulement les enfants lisent moins, parce que on dit les enfants, ils aiment lire, certes, mais ils préfèrent aller jouer aux jeux vidéo et regarder les écrans, donc le temps, il est pris, mais il y a aussi, ce qui est fondamental, le temps que les parents passent à lire des histoires aux enfants, qui est un prérequis fondamental pour le développement de la lecture personnelle, lui aussi est négligé. Alors vous dites pas que ça, Michel Desmurget, dans votre livre « Faites les lire, en finir avec le crétin digital » publié aux éditions du Seuil. Vous dites aussi que les enfants lisent certains livres qui, à vos yeux, et cela mériterait d'être discuté, ne sont pas aussi édifiants, ne sont pas aussi utiles à la formation de leur esprit que de la littérature classique.
Tout à fait. Alors, c'est pas moi qui le dis. Il y a plein d'études, pour le coup, qui ont regardé l'impact de différents contenus. Alors, il y a des études qui nous montrent, effectivement, les enfants lisent toujours. Mais effectivement, si on met les livres de cuisine et les livres de coloriage, on trouve toujours un certain nombre d'enfants pour lire. Le problème, c'est que c'est pas de savoir, c'est pas d'établir une hiérarchie culturelle entre les contenus. Vous la faites un peu quand même. Vous dites, pas du tout. Qu'ils lisent des mangas et pas du tout. On sent qu'il y a une forme de vraiment mépris. Non, il y a vraiment. Alors vraiment, je voudrais être clair là-dessus. Il y a aucun mépris. Ma fille a lu des mangas et des bandes dessinées. La seule chose, c'est que en termes, voilà, ça peut être un divertissement, ça peut être sympa de lire des mangas et des BD, encore une fois. La question, c'est pas du mépris, la question c'est, il n'y a pas autant de richesse langagière, de richesse culturelle, entre guillemets, au sens le moins éthique du terme, dans une bulle de manga, qu'il peut y en avoir dans un paragraphe de livre. Et quand on prend la littérature scientifique, on s'aperçoit de façon très claire que les livres, et notamment les livres de fiction, ont un effet extrêmement positif sur le développement du langage, le développement des capacités de lecture, et la réussite scolaire. Quand on prend maintenant les journaux, il y a aussi un effet qui est moins important mais qui est positif. Maintenant, si on prend les mangas, les BD, ce qu'ils peuvent faire sur Internet, réseaux sociaux, blogs, etc., les effets, ils oscillent entre nuls et négatifs. Alors, c'est pas du mépris. C'est-à-dire que les enfants lisent des mangas, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si leur diète de lecture n'est constituée que de mangas et de BD, alors ils ne pourront pas moissonner les bienfaits profonds et unanimes de la lecture. C'est tout ce que je dis. Je méprise pas les mangas. Alors, il y a les jeunes, puis il y a les moins jeunes, parce que vous rappelez l'affaire du mot chancelant. Je vais vous laisser d'ailleurs la présenter. Oui, en fait, le dernier concours des professeurs des écoles, c'était un poème de Victor Hugo, et dedans, il y avait la phrase « les enfants chancelants », et les rapports des jurys sont unanimes pour dire que le mot a eu les participants, en tout cas les postulants, ont eu beaucoup de mal à reconnaître ce mot, mais ça tient au fait, justement, dans la lecture, dans les livres, il y a beaucoup plus de richesse langagière que dans n'importe quel autre corpus. C'est-à-dire que là, je vois les traits de votre visage. Si mon pote me dit, je fais une photo, j'ai pas besoin de mots. Les livres, il n'y a rien. Il faut construire tout le contexte, il faut tout construire. Donc il y a le mot chancelant, c'est un mot qui était inconnu alors qu'on a affaire à des personnes qui et le mot se chancelant, destinent. à l'oral, il est présent une fois tous les 1 ou 2 millions de mots. Vous le trouvez une fois tous les 100 000 mots à l'écrit, donc beaucoup plus. Et il y a plein de mots comme ça. Mais il n'y a pas que les mots, c'est-à-dire des mots comme chancelant, saillant, jubilé, cocasse, c'est des mots qu'on trouve quasiment qu'à l'écrit. Les formes grammaticales, les phrases complexes, les relatives, la voix passive, la souris a été mangée par le chat, vous ne les trouvez qu'à l'écrit. Le passé simple, cette finesse des temps, on ne les trouve qu'à l'écrit. Mais alors là où je veux en venir quand même avec cette affaire du mot chancelant qui concerne donc non pas des enfants mais de futurs formateurs de ces enfants, des enseignants, est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement, Michel Desmurgeck, finalement, ce ne sont pas tant nos enfants qui sont en cause que les adultes, bref, que la société, alors la société française, puisqu'on parle en France, est-ce que ça n'est pas plutôt ça le souci? Non, alors les nouveaux enseignants sont nos enfants d'il n'y a pas longtemps, si j'ose dire. Oui, voilà, je pense qu'il faut pas taper sur l'école, elle fait ce qu'elle peut. Non, je voulais pas taper sur l'école, je voulais taper sur la société. C'est-à-dire dire que finalement, on est tous dans le même bain et qu'aujourd'hui, on s'éloigne de l'écrit. Tout à fait. On s'éloigne de l'écrit, c'est clair. On a des enseignants qui arrivent maintenant, qui n'ont pas été lecteurs. On sait que pour transmettre effectivement la lecture ou de la lecture, la littérature, c'est plus facile quand on est lecteur. Il y a une étude, moi, qui m'a frappé quand on demande à des enseignants, quand on leur demande, c'est des enseignants en poste et des enseignants qui viennent de rentrer, donc des enseignants stagiaires, on leur demande est-ce que vraiment vous n'aimez pas lire? Il y en avait 1 à 2% il y a une quarantaine d'années qui vous disaient j'aime pas lire, et maintenant c'est quasiment un tiers. Et voilà, donc c'est effectivement toute la chaîne depuis la famille jusqu'à l'école qui fait que voilà, qu'il faudrait remettre un accent beaucoup plus important sur la lecture. Mais l'école c'est difficile, je voudrais insister sur le rôle de la famille parce que l'école c'est difficile parce qu'ils ont des emplois du temps à rallonge, ils ont un grand nombre d'enfants et pour développer le langage, pour développer la lecture, notamment la lecture partagée chez les petits enfants, il faut que ça se fasse en petits groupes, l'enfant voilà, ou en binôme c'est encore mieux. Et quand vous avez 28 à 30 enfants dans une classe, c'est hyper compliqué et le temps qui est possiblement donné dans les familles, il est très difficile à rattraper à l'école. Quelle est la part de responsabilité des méthodes d'apprentissage de la lecture, Michel Desmurgeck? Qu'est-ce qui finalement pourrait être fait à cet égard qui n'est pas fait?
Je crois que le problème a été quand même assez sérieusement résorbé. On se rend compte quand on prend, alors je ne suis pas dans les classes, mais quand on prend toutes les études scientifiques, il y a une supériorité unanime des méthodes syllabiques sur les méthodes dites globales ou semi-globales, qui est liée à la façon dont l'architecture cérébrale, à la façon dont le cerveau va traiter l'écrit. C'est-à-dire que le cerveau, on s'est trompé, on a l'impression qu'il prenait le mot entier, parce que au début on passe par la voie des sons, on lit papa, on fait peu a, papa, et donc voilà. Mais après le mot, il rentre dans une espèce de moulinette de reconnaissance, il est cassé dans ses unités, dans ses lettres, et puis après il est reconstruit, il est envoyé directement aux aires du sens, et on a cru à un moment que le mot, il était lu comme ça globalement, mais c'est pas du tout le cas. Et voilà, et depuis qu'on a compris ça, effectivement, les méthodes syllabiques sont de très loin supérieures aux autres. Et oui, parce que ce qui est très inquiétant, là aussi, dans votre livre, Faites-les lire, que vous publiez aux éditions du Seuil, c'est qu'on se rend compte, si l'on vous suit, Michel Desmurget, que l'apprentissage n'est pas quelque chose d'aisé pour le cerveau et qu'il faut lire, et lire beaucoup pour réussir à bien lire. Oui, c'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas fait pour lire. Les aires du langage. Mais ça, c'est quand même très étonnant, parce que moi, je pensais qu'il y avait une sorte d'affinité avec le langage, la lecture. Ça n'est pas le cas? Alors, il y a une affinité avec le langage. C'est-à-dire que si vous parlez à un bébé, même un grand prématuré, les aires qui vont s'activer, c'est quasiment les mêmes aires langagières que chez l'adulte. Maintenant, la bretelle d'accès au langage, elle est par l'oreille. Il faut faire une bretelle par l'œil. Et c'est compliqué, parce que par l'oreille, ça rentre séquentiellement, les mots. Par l'œil, il faut tout casser. Et puis ce qu'a fait le système, c'est que on n'a pas d'air. C'est 5000 ans, le langage. Donc, c'est quelques centaines d'années de gens qui lisent régulièrement, donc l'évolution n'a pas eu le temps de mettre ça en place. Donc on va pirater un système de reconnaissance des objets ou de reconnaissance de la face pour faire un système de reconnaissance des mots et des lettres, mais ça nécessite effectivement un gros volume d'informations pour que ce système puisse se construire. Un gamin qui va lire une fois par semaine ou qui va lire que ce qu'on lui donne à l'école, c'est comme le gamin qui va au violon une fois par semaine le mercredi après-midi à son cours, il ne devient pas violoniste, c'est pas sérieux. On en reparle dans une vingtaine de minutes. On confrontera vos vues, Michel Desmurget, celles que vous exposez dans Faites-les lire, en finir avec le crétin digital aux éditions du Seuil, avec un professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives, Grégoire Borst, et la présidente du Centre national du livre, Régine Atchondo. Et maintenant, je propose d'entendre un écrivain. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. En 2022, la lecture était déclarée grande cause nationale après plusieurs études pointant une baisse du niveau à l'école, l'attrait moins prononcé de la jeunesse pour ce qui est à la fois un passe-temps et un monde de découverte et de connaissances, peut-être même une civilisation. Je crois qu'on appelait ça la civilisation de Gutenberg. Celle-ci est-elle en train de s'effacer? C'est ce que vous pensez, Michel Desmurget, dans un livre pessimiste, Faites-les lire, en finir avec le crétin digital, aux éditions du Seuil. Vous évoquez des élèves, des enfants qui lisent peu, qui dès lors lisent de plus en plus mal et qui dès lors sont moins intelligents que leurs aînés. Et comme nous sommes leurs aînés, eh bien ça ne nous fait pas du tout plaisir. Pour discuter de cette thèse, encore une fois pessimiste, j'ai convié Régine Atchondo. Bonjour, vous êtes présidente du Centre national du livre, et Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives. L'une des thèses dans votre ouvrage, Michel Desmurget, c'est que nos enfants seraient, à force donc de moins lire, d'être moins confrontés à cet apprentissage exigeant et à tous ces bienfaits, à tous les bienfaits que cet apprentissage conduit, des enfants moins intelligents que leurs aînés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Vous ai-je bien résumé? Presque. Alors d'abord, je vous ai mal lu. Non, mais je veux dire, d'abord, c'est pas pessimiste, parce qu'il y a quand même une partie, il y a quand même plein d'études qui montrent que quand on informe les parents, quand on leur dit, quand on leur explique pourquoi, comment il faut lire, comment on fait des lecteurs, les impacts sur le développement de l'enfant, sa réussite scolaire, sa trajectoire de vie sont quand même majeurs. Donc je pense que là, il y a une source d'optimisme avec des études qui montrent effectivement, prenez des enfants dans la première année de la vie, et puis dites aux parents, c'est important de lire des histoires, c'est important de leur parler, c'est important de les conduire à la lecture. Et vous avez, quand vous revenez 6 mois plus tard, c'est une augmentation de 40 à 50% du vocabulaire. Donc c'est pas super pessimiste. Après, sur le constat de l'intelligence, j'ai envie de dire que c'est pas le manque de lecture nous enlève pas de l'intelligence, mais elle nous empêche d'en construire en plus, parce qu'on sait que la lecture, notamment l'intelligence humaine, elle est en grande partie basée sur le langage. Je veux dire, une spécificité de notre intelligence, c'est ce qu'on appelle l'intelligence verbale, qui est liée aux connaissances, au raisonnement, aux capacités à raisonner sur le langage. À partir du moment où vous touchez la lecture, vous allez toucher la structuration, intimement, vraiment la structuration du langage et de cette partie-là de l'intelligence, et donc fondamentalement, oui, les résultats sont pas drôles. Votre regard sur cette thèse, Grégoire Borst?
Je pense que c'est un point de désaccord, parce qu'on s'est vu juste avant, mais je ne pense pas que l'intelligence, de façon globale, se soit effondrée dans les sociétés humaines. C'est pas d'ailleurs ce que montrent les données, hein. Vous savez, cette idée de l'effet Flynn qui est Non, je ne sais pas. Il faut que vous m'expliquiez. L'effet Flynn, c'est l'idée que quand vous faites des tests de quotient intellectuel, qui est une façon de mesurer l'intelligence, chaque génération, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, ce QI progressait d'une génération à une autre. Et donc, c'était l'idée que les sociétés humaines devenaient de plus en plus intelligentes. Et il semble que dans certaines sociétés, effectivement, il y a une stagnation de cet effet Flynn ou du quotient intellectuel, voire même une régression. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous contrôlez pour un certain nombre d'items dans ces tests qui sont très marqués d'un point de vue culturel et d'un point de vue historique, effectivement, notre intelligence d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a 20 ans ou il y a 50 ans. Il faut rappeler que l'intelligence, c'est en soi quelque chose qu'on a du mal à définir. Il faut savoir la définition que vous donnez de l'intelligence. Si vous donnez la définition qui m'apparaît être une des définitions les plus intéressantes de l'intelligence, qui est celle proposée par Jean Piaget, qui est de dire que l'intelligence, c'est la capacité, un psychologue, un grand psychologue suisse du développement, qui est de dire que c'est le stade ultime de l'intelligence, c'est l'adaptation de notre finalement de la biologie à l'environnement. Oui, notre intelligence est en train de changer. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, du point de vue du langage et de l'intelligence verbale, on peut avoir des effets effectivement du manque de lecture et d'un certain nombre d'autres facteurs sur l'intelligence qu'on appelle fluide, la capacité de raisonnement indépendamment de nos capacités verbales. De ce point de vue-là, il n'y a pas de diminution. Voilà, donc en fait, c'est juste d'introduire de la complexité par rapport à ça. Michel Desmurget. Oui, je suis... Par rapport à cette complexité, est-ce qu'il y a une évolution des individus ? Alors, évolution qu'on peut regretter, mais qui, en tout cas, n'atténue pas les capacités cognitives grandes de nos enfants. Non, mais qu'il y ait différents aspects dans l'intelligence, personne ne le discute. Après, quand on prend, évidemment, l'intelligence, le développement de l'intelligence dans son ensemble, il dépend du système éducatif, du système de santé, de tout un tas de facteurs. Maintenant, quand on prend des pays, il y a des pays qui sont obsessionnels de la mesure, notamment les pays du Nord, le Danemark, la Suède, etc. Quand on prend ces pays qui ont un système quand même social, éducatif, de santé qui est stable, on s'aperçoit quand même que la diminution, elle est très nette. Et elle est très nette, effectivement, notamment dans le champ de l'intelligence verbale. Il y a des données en France, il y a des données en Allemagne, il y a des données en Angleterre. Donc, effectivement, sur cette part de l'intelligence verbale, dans les pays pour lesquels les modes de vie sont à peu près stables depuis quelques décennies, on a non seulement une stagnation, mais une diminution de l'intelligence liée à l'intelligence verbale qui est nette. Grégoire Borst, au final, est-ce que les discours qui consistent à dire les écrans développent d'autres formes d'intelligence, certes les enfants ne sont pas comme leurs aînés, mais enfin ils savent faire des choses que nous ne savions pas faire, est-ce que ce sont des discours auxquels vous adhérez ? Est-ce que vous les considérez au contraire comme lénifiants parce qu'ils nous rassurent à bon compte ? Non, je pense que ça dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas entraîner une forme de panique morale en pensant qu'effectivement les écrans ont des effets massifs sur le développement cognitif et langagier de l'enfant. Certes, il y a des effets, ils peuvent être négatifs. Quand ils sont négatifs, ils ne sont pas aussi massifs qu'on peut l'entendre parfois dans le discours médiatique. Négatif, je ne dis pas du tout. Négatif. Bon, il peut y avoir des retards langagiers de l'enfant du fait de l'exposition aux écrans. Mais je précise. C'est pas quelque chose de très... Attendez, la question c'est la taille de l'effet. Est-ce que c'est massif ? Ou est-ce que quand on prend d'autres facteurs, par exemple si vous prenez le milieu social d'origine de l'enfant, et c'est très bien dit dans le livre de Michel Desmurget, c'est-à-dire qu'on sait que le facteur social joue d'un ordre de 1 à 2,5 sur le nombre de mots de vocabulaire de l'enfant à 36 mois. Les écrans, c'est pas du tout la même taille d'effet. Alors c'est cumulatif, donc évidemment. Il faut effectivement être vigilant là-dessus. Donc je suis entièrement d'accord. Et de la même manière, quand on a des effets positifs parfois de certaines pratiques, par exemple les jeux vidéo et certains jeux vidéo, il ne faut pas non plus laisser penser que c'est massivement positif. Donc je dis simplement qu'il faut avoir une certaine forme de discours mesuré par rapport à ça et d'introduire une forme de complexité par rapport à ça et de comprendre qu'il y a des interactions entre plein de facteurs différents, dont des facteurs familiaux et dont des pratiques parentales liées à l'utilisation de ces outils. Et sur les écrans, il y a aussi la question de l'utilisation des parents et des écrans par les parents. Parce que ça, c'est absolument fondamental dans l'interaction parent-enfant. Et donc, il faut arrêter de mettre la faute systématiquement sur les enfants. Parce que quand même, le discours, les enfants l'entendent. Et ce discours-là, il est extrêmement stigmatisant pour les enfants. Régine Atchondo, je vous ai invité parce que vous êtes présidente du Centre national du livre. Merci. Donc, vous observez les pratiques de ces enfants. Est-ce que nos enfants lisent moins que nous ne lisions auparavant au même âge? Qu'observez-vous sur ce qu'on appelle
la littérature jeunesse, le rapport au livre. Oui, oui, oui. Objectivement, les enfants lisent moins. Les adolescents passent 6h45 en moyenne sur les écrans par jour. Donc, Oui. il faut aller chercher le temps de lire. Il y a que 24 heures. Et puis, bon, je suis pas du tout scientifique, et notamment sur le fonctionnement ni cognitif ni du cerveau, donc je me lancerai pas sur ce champ-là. En revanche, dans le cadre du plan que nous avons lancé au Centre national du livre pour le développement de la lecture, du goût de la lecture et de la notion de lecture plaisir, dont vous parlez beaucoup dans votre ouvrage à raison, nous voyons bien dans les classes dans lesquelles nous organisons avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des résidences d'écriture, on voit bien d'abord le niveau très disparate et un peu affolant des élèves, et certainement la difficulté des enseignants là-dessus de pouvoir traiter une classe dans son ensemble. On voit heureusement l'effet positif du dédoublement des classes, des petites classes, là, et ça a été assez immédiat. Mais on voit bien que la maîtrise du vocabulaire ne permet pas, dans certaines circonstances, de mener à bout un atelier d'écriture, je pense, aussi riche qu'il pourrait l'être. C'est objectif. Et puis quand on parle avec les pédiatres, et notamment avec le docteur Silvio Zica, que vous connaissez certainement, qui a créé un collectif Surexposition Écran, CAUSE dans son acronyme, elle nous dit qu'elle a effectivement énormément d'enfants, même des enfants à 6 mois, qui passent 6 heures. Alors c'est une tout petit pourcentage, mais elle est très très inquiète. Les pédiatres sont très très inquiets de ce qu'ils constatent dans le comportement des enfants, l'agitation, le sommeil, l'incapacité de regarder dans les yeux. Lorsque on passe trop de temps, le langage bien évidemment qui s'appauvrit terriblement, les interactions familiales qui ne se font pas, elle a développé les 4 pas. Pas le matin au réveil, pas dans la chambre pour les écrans, hein, pas le soir avant de s'endormir et pas à table. Mais est-ce que là aussi, lorsque ces enfants grandissent, est-ce que vous observez qu'ils lisent moins, qu'ils lisent plus mal? Parce que ce que dit Michel Desmurget, c'est non seulement qu'on lit moins, mais que quand on lit moins, on a de plus en plus de difficultés. Alors, les livres dont le Centre national du livre cherche à promouvoir l'usage, est-ce qu'ils sont moins fréquents chez ces jeunes? Est-ce qu'ils ne lisent pas la même littérature? Parce que là aussi, il ne faut pas faire d'angélisme. Si on lit les classiques, ça n'est pas la même chose que de lire des livres qui sont peut-être plus simples, moins riches. Alors, au-delà des classiques, parce que je n'opposerai pas classique et contemporain, je parlais de la fiction, la littérature générale. Oui, auprès des jeunes, elle est en baisse. Objectivement, les chiffres, dans les études que vous reprenez à un moment dans le livre, vous dites que on est trop optimiste. On dit juste la vérité d'Ipsos, c'est-à-dire que la première étude, la première question, 86% des jeunes qui sont interviewés disent qu'ils aiment lire, mais c'est déclaratif. Donc je pense qu'ils sont conscients du fait qu'il faut répondre qu'ils aiment lire. Après, quand on creuse, comme vous avez pu le remarquer, on se rend bien compte que la littérature générale, donc la fiction, l'imaginaire, sous la forme du livre classique, baisse. On se rend compte que 47% d'entre eux déclarent faire autre chose pendant qu'ils lisent, ce qui forcément a un impact sur la concentration et la mémoire. Quand c'est faire autre chose, c'est les réseaux sociaux, les vidéos sur YouTube et les communautés sur TikTok. Oui, pardon. Et donc, oui, objectivement, moi, je souscris au livre de Michel Desmurget à 100%. Peut-être une chose qui est complexe, c'est la culpabilité qu'on exerce sur les parents. Et je pense notamment à des mères seules, avec plusieurs enfants, une journée de travail harassante et le courage de prendre ce temps de lecture le soir absolument indispensable. Alors, mais je vais vous dire quelles seraient les solutions pour moi. Michel Desmurget, ce que l'on constate dans votre livre, et en quelque sorte c'est normal puisque vous êtes docteur en neurosciences, vous n'êtes pas sociologue, mais il y a effectivement une différence sociale, tous les spécialistes le disent, entre les différentes pratiques de lecture. Il y a certaines familles qui surinvestissent ce champ-là et qui réussissent à faire lire leurs marmots, et d'autres qui, pour différentes raisons, les font moins lire. Ça, c'est quelque chose que vous ne prenez pas en compte avec la difficulté de certains parents pour les faire lire, parce que on peut être
parfaitement convaincu par votre discours et avoir des difficultés pratiques à le mettre en œuvre. C'est mentionné dans le livre, ces difficultés, notamment des familles parentales, monoparentales, sont discutées. Encore une fois, on n'est pas des parents parfaits. Pas seulement de ces familles-là. C'est-à-dire faire lire un jeune, j'ai des exemples empiriques à vous montrer, ça n'est pas quelque chose de facile. Oui, mais ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que les enfants, ils adorent qu'on leur lise des histoires. Donc la question, c'est pas de leur donner le plaisir de lire, c'est de faire en sorte qu'ils s'étiolent pas avec le temps. Et là, effectivement, le rôle de la famille, le rôle de l'accompagnement, il est important. Bon, mais là, vous dites, lire des histoires, ça va jusqu'à 9-10 ans. Après 10 ans, oui, mais c'est ça l'enfant... qui va construire le reste. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va construire et donner à l'enfant les prérequis qui vont lui permettre de continuer. Je veux dire, un enfant, vous lui avez pas lu d'histoire, quand il arrive à 9 ans et que vous le lâchez, vous lui mettez, ou quand il arrive au collège ou au lycée, vous lui mettez Bel Ami, demandez à un tétraplégique de monter l'Everest et ça sera pareil. Je vous assure que pour avoir lu des histoires à des enfants jusqu'à 9-10 ans et les confronter à Bel Ami ou au caractère de la bruyère lorsqu'ils en ont 15 ou 16, il y a une sorte de saut qui se fait ou qui ne se fait pas, Michel Desmurget. Personne n'a dit que qu'il y avait une solution miracle. Il y a 3 solutions. La première, il faut diminuer le temps d'écran sans dire aux enfants tu lis et après tu pourras aller sur ta console parce que sinon c'est très négatif. Donc il faut diminuer le temps d'écran. Il faut faire que l'enfant intègre la lecture très précocement dans ses habitudes familiales. Juste une anecdote, ma fille elle sort de l'école un jour et elle devait avoir 5-6 ans et il y a un petit gamin qui se pointe vers elle et qui lui dit moi je suis un gamer. Et ma fille, elle est un peu interloquée, elle le regarde, elle lui dit, moi, je suis une lecteur. Et donc, il faut que l'enfant, il intègre ça, je veux dire, dans ce qu'il est. L'un des prédicteurs fondamentaux, l'un des prédicteurs les plus puissants de la réussite scolaire d'un gosse, c'est le nombre de bouquins qu'il y a dans la maison. Pas tellement parce qu'ils sont sur l'étagère, mais parce que ça veut dire que les parents lisent, donc les enfants voient les parents lire, les parents lisent aux enfants. Et évidemment, le livre, c'est une acculturation, c'est un héritage, c'est un legs qu'on donne à l'enfant. Donc effectivement, il faut il y a un travail à faire qui est très difficile à faire pour l'école. Grégoire Borst. Non, mais le nombre de livres, par exemple, dans un foyer, c'est un proxy, en fait, du milieu social d'origine. Et le milieu social d'origine, ça joue sur le développement cérébral dès 4 mois après la naissance. Donc, c'est ce que Bourdieu appelait le capital culturel. On peut le réinterpréter sur la base du problème du milieu social d'origine. Je rappelle que, quand même, dans un certain nombre de sociétés, l'écrit n'est pas développé et que, pour autant, l'intelligence se développe dans ces sociétés-là. Il y a des cultures de l'oral, donc il faut faire un peu attention à ce qu'on dit de façon collective de ce point de vue-là. On sait qu'effectivement, le nombre de livres à la maison joue sur la réussite scolaire, mais il y a plein d'autres facteurs qui jouent sur la réussite scolaire. Mais la lecture, ça joue sur un certain nombre de mécanismes transverses qui sont fondamentaux pour réussir à l'école. Par exemple, sur ma capacité de concentration. Ça va développer ma capacité de mémoire à court terme. Ça va développer ma capacité de régulation face à l'écrit et ainsi de suite. Donc en fait, ce lien direct, il est problématique parce que c'est pas en soi la lecture qu'il faut réussir à développer. C'est l'ensemble de ces fonctions transverses. Et arrêtons un peu de juger en permanence du pied qui est le nôtre de parents bien établis en disant que c'est ce qu'il faudrait faire. Écoutez, la société a changé, elle est en train de se transformer, l'intelligence est en train de changer et je pense qu'il faut aussi écouter les enfants dans ce contexte-là. Vous dites c'est déclaratif, mais c'est exactement déclaratif pour ce qui concerne le temps d'écran. Donc, je veux dire, je vois pourquoi on fait deux poids, deux mesures. Ici, quand ils disent « j'aime lire », on dit « attention, c'est déclaratif », en fait, ils n'aiment pas vraiment lire. Il y a un caractère, je dirais, de désirabilité sociale à ça. Mais dans le cas contraire, on dit « attention, là, par contre, il ne faut pas les écouter parce que c'est du déclaratif ». Bon, je trouve que, en fait, le deux poids, deux mesures me gêne un peu. Michel Desmurget. C'est pas seulement un proxy du milieu social, parce que les études bien faites prennent en compte le milieu social et montrent que quel que soit le milieu social, y compris dans les familles défavorisées, il y a un impact important du nombre de livres. Il y a des études expérimentales qui, dans les familles les plus défavorisées, dans des ghettos en Afrique du Sud, ont mis en place des programmes de développement du livre qui ont eu des impacts à long terme, y compris sur des parents qui avaient des difficultés à lire, qui, entre guillemets, lisaient des images, qui ont eu des impacts extrêmement positifs à long terme. Le fait de donner des livres à des enfants de milieux défavorisés a un impact important sur le développement de l'enfant. Et quant à savoir si c'est la lecture ou si c'est le proxy, évidemment que la lecture, c'est pas le nombre de livres qui est rentré ni la lecture. Évidemment que la lecture, elle agit parce qu'elle agit sur le langage, parce qu'elle agit sur la concentration, sur l'imaginaire, sur la créativité, sur les capacités de rédaction, sur y compris les capacités orales. Elle agit sur l'empathie, donc elle agit sur tout un tas de facteurs. Et évidemment qu'elle agit via ces facteurs. Mais c'est pas parce qu'elle agit via ces facteurs qu'elle n'est pas intéressante pour le développement. Et les enfants défavorisés aussi
ont le droit d'avoir accès à cet outil quand même unique d'émancipation. Régine Atchando. D'accord. Et puis, on n'a pas non plus que des grands lecteurs dans les milieux favorisés. Il y a énormément de milieux favorisés où les enfants sont pas forcément avec leurs parents le soir parce que les parents bossent beaucoup, que sais-je, et qui ne lisent pas. Donc, il y a l'inégalité sociale qui est majeure, mais au fond, l'inégalité d'accès au langage, elle n'est pas que sociale, elle est majoritairement sociale. Ensuite, au fond, vous parlez beaucoup de la réussite. La réussite scolaire. Moi, j'ai même pas envie, même si je pense que c'est important pour un être de s'en sortir à l'école, j'ai même pas envie de parler de ça. Le fait de savoir lire, d'aimer lire, c'est savoir s'exprimer, savoir exprimer sa pensée, c'est savoir se défendre. Et se défendre en parlant et pas en cognant. Et je pense que donc, avant tout, c'est une question de bonheur. C'est pas une question uniquement de réussite scolaire. Ben, ce qui marche le mieux pour faire ça, c'est ce qu'on appelle des programmes qui développent les compétences psychosociales. Et on peut le faire, en tout cas, il y a un certain nombre d'études qui le montrent très bien, ça se fait en dehors de la lecture. Donc la lecture, bien sûr, parce que c'est développer le plaisir de lire, c'est développer les capacités langagières de l'enfant, mais avoir ce prisme de penser que c'est par cela qu'on règle tous les grands problèmes, parce que ça va jouer sur l'empathie ou autre. Si vous voulez développer l'empathie des élèves, il y a d'autres moyens qui marchent beaucoup plus rapidement que la lecture. Je veux dire, je dis pas que c'est pas important que les jeunes générations lisent. Je dis simplement que c'est un peu le miroir aux alouettes, c'est-à-dire l'idée que hop, on va leur donner un livre et qu'on va régler toutes les problématiques. Personne Absolument pas. Je dis simplement que si vous voulez développer, par exemple, des problématiques de diminuer les conduites agressives dans les écoles, il faut faire des programmes qui visent à développer les compétences socio-émotionnelles dans l'école. Il faut que ce soit dans le programme. Et donc, effectivement, il faut faire un peu de place à ça. Sauf que dans notre culture, on dit non, il faut la grande littérature parce que ça va régler tous les problèmes. Personne n'a dit ça, non, c'est caricatural. Personne n'a dit que ça allait régler tous les problèmes. Oui. Ce qu'on a dit, c'est que parmi toutes les activités que montre la littérature scientifique qui sont positives pour le développement de l'enfant, la musique, le dessin, le sport, aucune n'a des effets aussi profonds, aussi unanimes, aussi variés et aussi importants sur la trajectoire de vie d'un enfant et sur sa réussite scolaire que la lecture. On ne dit pas que c'est un truc magique qui va tout développer. On dit que parmi les choix qui sont proposés à l'enfant, la lecture est un choix de loisir qui a un rapport qualité-prix sans aucun équivalent dans ce qu'on peut proposer à l'enfant en termes de loisirs, de plaisir, etc. Ce qui veut dire, Michel Desmurget, pour qu'on vous comprenne bien, que, par exemple, la fréquentation des classiques en cinéma, le fait qu'il y ait d'autres pratiques, je ne sais pas, de la musique par exemple, parce que les enfants écoutent beaucoup de musique, ils lisent probablement moins de poésie, mais ils écoutent beaucoup de musique. Tout cela ne peut pas contrebalancer... Ça développe pas la même chose. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut balancer le cinéma. Il y a de très bonnes choses. Le cinéma, c'est un art. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème là-dessus. Cela étant dit, le cinéma va pas développer la même chose. Et on le voit très bien dans les livres qui ont été passés en film. Donc, les films sont, par exemple, Autant n'emporte le vent. Le film a été remis au patrimoine de cette version du cinéma américain, donc c'est un excellent film. Mais le vocabulaire, c'est CE2, alors que dans le livre, c'est terminal. Les formes grammaticales, la richesse des personnages. Donc le cinéma, c'est autre chose. Mais c'est pas quelque chose pour développer le langage, les capacités de lecture, qui sont encore une fois fondamentales à la construction du gamin en tant que citoyen et de son cerveau. Régine Atchando. Donc, évidemment, on ne pense pas que la lecture est le seul remède à tous les maux de l'enfant et de son développement. En revanche, il est évident qu'elle est la base de tout. Voilà, c'est la mère de tous les arts, de toutes les formes de sensibilité, et ça n'empêche pas d'avoir des ateliers spécifiques pour développer l'émotion chez l'enfant. Enfin, on est tous d'accord avec ça. Je pense en revanche que si on n'a pas des positions à un moment un peu radicales, il y a des campagnes contre l'alcool et le tabac. Il y a la campagne 5 fruits et légumes pour lutter contre l'obésité. Je ne dis pas que tout se fait avec beaucoup de succès. On a quand même diminué le tabac en France depuis 20 ans. Eh bien, je pense que maintenant, il faut décider qu'on a un problème de santé psychique et mentale à venir qui fait qu'il doit y avoir des immenses communications sur les bienfaits de la lecture. Un mot, Grégoire Borst, de conclusion. Mais je pense encore une fois qu'il faut promouvoir la lecture parce qu'elle a effectivement un certain nombre de vertus, mais penser que ça va régler les problématiques de santé mentale en France, c'est aberrant. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas ça qui va régler les problématiques de santé mentale en France. Il faut effectivement sensibiliser, avoir une éducation à la santé chez les enfants et chez les adolescents, ce qu'on n'a pas encore fait. Le dernier mot, Michel Desmurget, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, puisque on est quand même souvent convaincu qu'il faut faire lire les enfants. Oui. On n'y arrive pas toujours. Donc, j'ai des témoignages à votre disposition si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Il faut informer les parents, il faut mobiliser la société civile, il faut mobiliser l'école, essayer d'accorder un peu plus de temps dans les programmes à la lecture, scolaire ou extrascolaire. Mais je pense que le principal point, c'est effectivement de sensibiliser les parents qui, encore une fois, sont pas conscients des impacts, de la profondeur et de l'ampleur des impacts que ça a sur la vie de l'enfant. C'est le meilleur moyen de changer pour le mieux la trajectoire de vie d'un gosse dans les loisirs qu'il peut avoir. Faites-les lire, votre ouvrage « En finir avec le crétin digital », paru aux éditions du Seuil. Merci Grégoire Borst. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives. Merci Régine Atchondo, présidente du Centre national du livre.